L'histoire commence lorsque nous rencontrons un garçon nommé Haru, qui s'est enfermé après avoir été victime d'intimidation au lycée. Il reste des années dans sa chambre, mais un jour, il se réincarne soudain par une déesse. Haru se rend compte qu'il a dû mourir et la déesse lui dit qu'il se réincarnera dans un nouveau monde rempli de magie et qu'elle lui donnera des compétences surpuissantes pour l'aider dans sa nouvelle vie. Elle lui dit de profiter de sa seconde chance dans la vie et Haru veut juste pouvoir vivre une vie calme et facile. La déesse le réincarne et il découvre qu'il s'est réincarné en bébé. Il est le fils du roi et il est né avec l'insigne royal. Le roi est ravi de voir à quel point il est fort, alors il demande à son conseiller de procéder à une évaluation magique. Sa boule de cristal brille alors qu'elle examine le pouvoir de Haru. Le roi pense qu'il devrait être fort parce que sa mère était le héros qui a vaincu le roi démon. Mais il s'avère qu'il n'est qu'au niveau 2, et son conseiller note qu'il n'a pas non plus d'éléments, donc il ne peut utiliser que la magie des barrières. Le roi n'arrive pas à croire cela, se demandant comment ils ont pu avoir un fils aussi inutile, et il pense que ce serait un problème si d'autres personnes le découvraient. Alors, ils ont tous deux l'idée de dire qu'il est mort pendant l'accouchement. Haru n'arrive pas à croire qu'il va mourir après sa réincarnation et le roi ordonne qu'il soit éliminé dans une forêt lointaine. La déesse panique en voyant cela et elle se rend compte qu'elle a fait une erreur parce qu'elle a en fait atteint le niveau de puissance de Haru à 1002. Mais les appareils de mesure en ce monde ne montent pas si haut, donc ils ne réalisent pas à quel point il est fort. Haru se retrouve abandonné dans une forêt, et il ne peut rien faire puisqu'il n'est qu'un bébé. Il réfléchit à la façon dont ils ont mentionné qu'il pouvait utiliser la magie des barrières, alors il décide de tenter le coup. Il l'imagine mentalement et parvient à former un cube. Il le trouve facile à contrôler, changeant facilement sa taille et sa forme. Il essaie de l'utiliser sur lui-même et cela lui permet de flotter dans les airs. Mais à ce moment-là, un loup géant apparaît soudain. Haru commence à paniquer, mais il est protégé par sa barrière. Il ramasse un tas d'arbres avec ses barrières et les utilise pour attaquer le loup. Le loup est toujours capable de se relever, alors il décide d'aller encore plus grand, ramassant une énorme partie du sol, mais le loup crie et Haru se rend compte qu'il peut parler. Le loup n'arrive pas à croire à quel point il est fort, pensant qu'il n'est pas normal. Haru a du mal à parler, mais il a une idée et utilise une barrière qui transforme ses pensées en sons. Il parvient à parler et le loup veut en savoir plus sur lui. Haru se présente et dit qu'il a été abandonné parce que son niveau de mana était trop faible, mais le loup ne le croit pas car il peut sentir son pouvoir écrasant et pense qu'il est la réincarnation du roi démon. Haru décide de jouer le jeu et le loup le croit instantanément. Il admet sa défaite et lui dit de simplement l'achever, mais Haru dit que ce n'est pas nécessaire tant qu'elle ne l'attaque pas à nouveau. Elle n'arrive pas à croire qu'il soit si miséricordieux et elle jure sur son nom de flamme Fenrir de tenir cette promesse. Haru lui fait ses adieux en l'appelant Flay, mais le loup voit cela sous un nom, alors elle prétend qu'ils ont formé un pacte et elle lui jure sa loyauté. Haru explique qu'il a juste raccourci son nom et n'essayait pas de conclure un pacte, mais Flay ne l'écoute pas. Haru devient soudainement faible et tombe au sol. Flay se demande ce qui ne va pas et il s'avère qu'il a besoin de nourriture. Il dit qu'il a besoin de lait et Flay finit par se transformer en forme humaine. Haru est gêné de la voir nue, alors elle enfile un costume, mais Haru pense que c'est tout aussi mauvais. Flay s'apprête à lui donner son lait, mais il s'avère qu'elle n'en a pas. Elle entend soudain quelqu'un s'approcher, se demandant si elle devrait les éliminer, mais Haru dit qu'il devrait d'abord essayer de leur parler. Un homme s'approche d'eux et Flay lui demande pourquoi il est là. L'homme dit qu'il est là pour Haru, mais Flay refuse de le livrer. L'homme s'interroge sur leur relation et Flay lui dit qu'Haru est son maître. L'homme prétend être un parent de Haru et qu'il est là pour le sauver. Il révèle qu'il a même apporté du lait et Haru dit à Flay de l'accepter, mais elle ne l'écoute pas. Elle se demande pourquoi il revient pour quelque chose qu'ils ont jeté. L'homme affirme que sa femme a été enceinte une fois, mais que l'enfant n'a pas survécu.
Donc il ne se soucie pas du fait que Haru ait été abandonné parce qu'il était faible. Et il pense que chaque enfant devrait avoir la chance d'avoir une vie. Flay est ému en entendant cela et l'homme trouve étrange de voir un démon pleurer. Ils parviennent à un accord et l'homme décide de l'accueillir également afin qu'elle puisse rester aux côtés de Haru. Après 9 ans, Haru a grandi en vivant avec sa nouvelle famille. Il avait initialement espéré partir après avoir été sevré du lait, mais ils ont été si gentils avec lui qu'il a fini par rester. Mais son seul problème est que sa sœur Charlotte ne s'entend pas avec lui. Flay leur sert de femme de chambre et Charlotte semble aimer qu'elle lui demande de jouer. Flay dit que son travail consiste à s'occuper d'Haru, mais Haru lui ordonne de jouer, alors ils sortent et Charlotte la poursuit. Haru les regarde de l'intérieur et sa mère lui dit de ne pas se laisser abattre, disant que Charlotte est juste à l'âge où elle ne sait pas comment se comporter avec les garçons. Haru s'inquiète parce que Charlotte peut dire qu'il a en fait presque 30 ans, donc elle peut sentir qu'il est un vieil homme. Sa mère pense qu'il devrait faire quelque chose de spécial pour montrer à quel point il est fiable et pense qu'elle changera d'avis, mais Haru pense qu'il n'est pas bon dans les situations sociales. Elle dit qu'en tant qu'héritier, il devrait sortir davantage au lieu de toujours passer son temps dans sa chambre. Haru retourne dans sa chambre et il pense qu'il devrait partir avant que ses parents ne commencent à exiger plus de lui, mais il pense que Charlotte le détesterait encore plus s'il emmenait Flay et il sait que Flay n'accepterait jamais de rester derrière. Nous voyons qu'il a créé une griffe de lui-même en utilisant sa magie de barrière afin de pouvoir un jour se remplacer, mais il n'a pas été capable de la faire bouger ou parler. Son père frappe à sa porte et ils sortent dans la cour où son père veut commencer à lui apprendre à utiliser l'épée. Il n'est pas intéressé à apprendre, mais son père lui dit que comme il a de si faibles niveaux de mana, il devrait développer ses autres compétences. Haru veut juste se détendre, mais son père insiste pour qu'il essaie. Haru sait que son père est un guerrier expérimenté, alors il jette sa barrière pour se protéger, et il charge son père même en brisant son épée. Son père n'arrive pas à croire à quel point il est fort, et même Haru admet qu'il est surpris. Nous apprenons qu'il a essayé de vérifier sa puissance avec une boule de cristal encore plus puissante, pensant qu'il pourrait avoir un niveau par Sentence, mais elle a quand même fini par afficher le niveau 2. Il se demande alors quel pouvoir la déesse lui a donné. Plus tard dans la nuit, le père de Haru parle à sa femme de la séance d'entraînement à l'épée, mais il craint que Haru ne soit un démon. Sa femme est choquée d'entendre cela, et il mentionne qu'il existe des archives secrètes avec une famille royale élevée avec des démons, et que certains sont nés avec des traits démoniaques. Sa femme pense qu'Asu ressemble à un garçon normal, mais il se demande pourquoi un démon tel que Flay, lui, est si obéissant. Cependant, il assure à sa femme qu'Haru est toujours leur fils et qu'il aura une vie heureuse, mais Charlotte est choquée d'apprendre que son frère pourrait être un démon. On voit Haru se détendre dans sa chambre quand soudain il y a du tumulte dehors. Il utilise ses barrières pour voir ce qui se passe et on voit un groupe de soldats blessés. Haru demande à son père ce qui s'est passé et son père mentionne que leurs terres ont été attaquées par des voleurs. Ils trouvèrent la base des voleurs, mais ces derniers finirent par tomber dans une embuscade. Son père pense que c'est un spectacle dur pour lui, alors il dit à Haru de retourner à l'intérieur. Flay les traite d'inutiles parce qu'ils ont été battus par des voleurs, mais Haru s'énerve en lui disant de fermer la bouche. Alors que Haru passe, il utilise ses barrières sur les blessés et il est capable de tous les guérir instantanément. Les hommes n'arrivent pas à y croire et le père de Haru se demande ce qui se passe. La nuit, Haru se réveille et voit que Fleu l'attend. Elle n'ose pas parler et Haru se rend compte qu'elle suit toujours son ordre précédent. Il s'excuse de s'être mis en colère et lui permet de parler à nouveau. Il se dirige vers l'extérieur et Haru utilise ses barrières pour rechercher les voleurs qui ont attaqué son père. Il est rapidement capable de les trouver et prévoit de les éliminer en utilisant sa barrière pour voler jusqu'à leur emplacement. Mais à ce moment-là, on voit Charlotte les regarder partir. On y voit les voleurs célébrer leur victoire, tandis que leurs patrons discutent de leurs
projet de retourner dans leur pays d'origine. Haru apparaît soudainement et il les fige instantanément avec ses barrières. L'un des hommes essaie de répondre, mais Haru l'époustoufle instantanément. Le patron finit par tout avouer, révélant qu'il s'agit en réalité de soldats de l'empire voisin. Leur objectif était de semer le chaos dans le royaume et ils ont même révélé que quelqu'un les aidait à l'intérieur. Haru se demande s'il y a quelqu'un après la vie de son père, mais les hommes ne savent rien d'autre. Les hommes demandent à être épargnés, mais Haru leur dit qu'ils ont gâché en attaquant son père, alors Flay finit par brûler toute la base, et il finit par envoyer une lettre anonyme à son père sur ce qu'il a appris. Son père est surpris d'apprendre que l'Empire est impliqué, et Charlotte se demande qui a éliminé les méchants, et il peut dire que cela doit être l'œuvre de Flay. Charlotte se lève soudainement et explique qu'elle doit aller quelque part. En quittant le bureau, elle repense à ce qu'elle a vu la nuit précédente. Elle demande à Flay s'il y a 2 Harus, mais Flay ne sait pas de quoi elle parle. Elle révèle qu'elle les a vus partir, mais elle sait qu'Harus ne devrait pas avoir assez de mana pour voler. Elle est donc allée dans sa chambre et a fini par trouver ses clones dormant dans son lit. Elle note qu'il n'avait pas son aura effrayante habituelle, alors elle se demande ce que tout cela signifie. Flay est impressionnée d'apprendre que Charlotte peut sentir la force de son frère. Et elle explique à quel point il est puissant, mais elle lui dit de ne pas trop y penser. Flay finit par apporter sa rencontre à Haru, et il ne peut pas croire qu'elle ait déjà découvert son clone. Il décide de mettre en place une surveillance supplémentaire sur elle afin de pouvoir garder un œil sur ce qu'elle fait. Au cours des prochains jours, nous voyons Charlotte le suivre partout. Peu importe où il va, Charlotte le surveille même lorsqu'il est dans le bain, et quand il essaie de la confronter, elle s'enfuit. Au bout d'une semaine, on apprend que sa mère et Charlotte partent en voyage pour la fête annuelle. Haru leur dit qu'il devrait emmener Faye, mais sa mère mentionne que Faye n'est pas là, et Saru se souvient de la façon dont il a dit à Faye d'intimider les monstres de la forêt afin qu'ils n'attaquent aucune ville. Plus tard, l'alarme de Haru se déclenche et il se rend compte que c'est la surveillance qu'il a exercée sur Charlotte. On voit que leur voiture a été attaquée par des soldats impériaux et Charlotte est emportée par sa mère, Natalia. Les hommes les poursuivent en lançant leur magie, mais Natalia parvient à la bloquer, mais elle est touchée à la jambe. Charlotte entend soudain une voix et elle ordonne à sa mère de s'enfuir. Natalia se demande qui donne les directions, mais ils se retrouvent au bord d'une falaise. Charlotte lui dit de sauter et ils parviennent à y parvenir en utilisant la magie. Ils finissent par trouver une grotte, mais Natalia pense qu'elle est trop lumineuse pour pouvoir se cacher. Natalia décide de sortir pour retrouver la personne qui leur donnait des indications, affirmant qu'il devait s'agir d'un héros de la justice. Elle dit à Charlotte de rester silencieuse et elle s'en va rapidement. Alors qu'elle quitte la grotte, l'entrée est cachée par une illusion magique. Mais à ce moment-là, les soldats la rattrapent. Natalia pense qu'elle ne peut pas se laisser capturer, alors elle se prépare à se suicider. Cependant, sa lame se brise soudainement alors qu'Haru arrive juste à temps. Il est énervé par la situation et il fait instantanément exploser tous les soldats. Il appelle Charlotte pour lui dire de prendre soin de sa mère, mais elle est terrifiée en sentant son aura. Elle réalise que ce doit être son frère, alors elle se force à le voir. Haru est surpris de l'entendre appeler son nom et elle demande s'il est un héros de la justice. Il est déconcerté par la question, mais il décide de jouer le jeu. Charlotte est excitée, pensant qu'il utilise ses pouvoirs pour vaincre les méchants, et Haru est tout simplement d'accord. Elle s'excuse de ne pas avoir réalisé sa véritable identité, mais Haru lui dit qu'elle doit garder le secret. La nuit, le père de Haru reçoit un rapport sur ce qui s'est passé et il s'interroge sur la mystérieuse personne qui les a aidés. Il demande à Asu s'il a des idées, mais il dit simplement que la personne doit rester à ses côtés tant qu'elle se comporte bien. Charlotte et Natalia reviennent et Charlotte serre instantanément Haru dans ses bras. Elle lui dit à quel point il lui a manqué et leur mère se demande quand ils sont devenus si proches. Charlotte refuse de s'expliquer, mais elle dit simplement
qu'elle l'aime maintenant. Haru en est content, mais Flay semble jaloux de leur nouvelle relation. Après cela, Charlotte faisait irruption dans sa chambre tous les jours pour demander à jouer, et il a maintenant du mal à s'occuper d'elle parce qu'elle l'aime trop. Elle se demande ce qu'il fait, et il lui dit qu'il surveille avec 6 magies de surveillance. Elle est impressionnée qu'il puisse utiliser la magie ancienne, le qualifiant d'incroyable, et Haru dit que c'est difficile à apprendre car c'est une magie perdue. Mais Charlotte mentionne qu'elle a vu des documents à ce sujet, et elle finit par l'emmener aux archives de leur château. Haru est surpris d'apprendre qu'ils avaient une si grande bibliothèque, et Charlotte l'aide à récupérer certains livres. Haru apprend que sa magie de barrière est considérée comme une magie ancienne, et il est surpris que Charlotte ait lu ses livres. Et il pense que ce serait trop difficile pour elle, mais elle dit que leur père le lui lirait normalement. Elle lui dit de faire la même chose assis sur ses genoux, et Haru fait sa part en tant que grand frère. Ils lisent qu'il existe des dieux qui peuvent voyager entre les mondes, et Haru pense que cela ressemble à une histoire d'anime. Et Charlotte se demande de quoi il parle. Il pense qu'elle ne comprendrait pas, mais elle insiste pour faire de son mieux pour écouter. Il l'explique par des dessins qui peuvent bouger, et il est excité d'en parler, et elle aimerait pouvoir aussi en faire l'expérience. Haru décide donc de trouver un moyen pour eux de regarder des animes. Au bout de 2 semaines, Haru parvient à accéder à Internet depuis le Japon et constate que son ancien compte Netflix fonctionne toujours. Il crée un compte enfant pour Charlotte et la laisse choisir ce qu'elle veut regarder. Elle choisit une émission sur une fille magique et elle est étonnée que les dessins puissent vraiment émouvoir. Elle trouve cela incroyable, mais elle ne comprend pas le japonais. Haru pense qu'il lui serait difficile d'apprendre une langue, mais pense qu'elle devrait pouvoir s'en sortir puisqu'elle est encore jeune. Il commence à lui apprendre l'alphabet, et il est choqué qu'elle semble l'avoir appris après seulement 2 heures. Après encore 2 semaines, Charlotte fait irruption et veut regarder le dernier épisode de son émission préférée. Nous voyons des zombies dans une ville, mais les héros de la justice les combattent. Il semble qu'elle ait maîtrisé le japonais rien qu'en regardant des animes, et Haru se demande si elle est un génie. Il est content qu'elle s'amuse, mais il pense qu'il doit être un bon exemple pour elle. Alors il lui dit qu'elle ne peut regarder que 3 heures par jour. Charlotte est dévastée, se demandant pourquoi il lui ferait ça, mais il prétend que c'est pour son bien. Ils dînent ensemble, et Charlotte semble s'endormir. Leur père se demande ce que Charlotte a fait dans sa chambre, et Charlotte dit qu'ils ont été occupés à faire des recherches sur la magie ancienne, et que leur mère est heureuse d'apprendre qu'ils travaillent ensemble. Après le dîner, Charlotte le suit, mais il lui dit qu'elle ne peut plus regarder d'anime de la journée, alors elle devrait simplement prendre un bain et s'endormir. On voit Haru prendre un bain, et Charlotte finit par le rejoindre. Elle pense qu'elle devrait simplement s'endormir car elle ne peut pas regarder d'anime, et Haru pense qu'elle commence à ressembler à une otaku. Elle remarque l'écusson sur sa poitrine et elle appelle son emblème, disant que c'est sa preuve qu'il est un allié de la justice. Il pense qu'elle a trop regardé d'anime, mais il lui dit de garder le secret, affirmant que les alliés de la justice doivent cacher leur identité. Ils disent bonsoir et Haru se couche, mais Charlotte finit par coucher avec lui et on voit leur mère les regarder heureuses qu'ils s'entendent si bien, mais Haru veut juste son propre espace. Le lendemain, leur père part maîtriser des voleurs et Charlotte s'inquiète pour sa sécurité. Elle devient déprimée, mais Haru lui dit de ne pas s'inquiéter en disant que leur père ira bien. Charlotte lui dit qu'il devrait utiliser ses pouvoirs pour combattre les méchants, le suppliant d'y aller, et Haru n'a d'autre choix que d'accepter. Elle lui dit qu'il doit se transformer comme dans l'anime, alors Haru finit par se déguiser. Haru est gêné, mais Charlotte pense qu'il est tellement cool. Elle veut l'accompagner, mais il dit que c'est trop dangereux, ce qui la rend déprimée. Cependant, il la donne pour assister à ses actes héroïques et il s'en va rapidement. Il cherche les voleurs qui les trouvent dans une grotte et utilise sa barrière magique pour les enfermer. Il arrive chez eux et les voleurs se demandent qui il est. Il se dit allié de la justice,
mais les hommes tentent de se précipiter sur lui. Il est capable de tous les battre facilement, mais il s'assure d'y aller doucement puisque Charlotte regarde. À ce moment-là, son père arrive en se demandant qui il est. Il invente un nom au hasard et son père se demande s'il est la personne mystérieuse qui les a aidés. Il se demande quel est son objectif et Haru explique simplement qu'il rend justice. Il est gêné par lui-même, alors il s'enfuit rapidement. Il n'arrive pas à y croire, mais Charlotte lui dit qu'il était super cool, qu'il voulait le voir se battre à nouveau, et Haru n'arrive pas à croire qu'il doit continuer à le faire. Mais il finit par se faire un nom et devient le Chevalier Noir. Au bout d'un certain temps, Haru semble avoir perfectionné son clone grâce au livre de la bibliothèque. Son clone est désormais capable de parler, mais il se comporte trop comme lui, et il est tout aussi paresseux que lui. Charlotte se réveille dans son lit et elle est confuse de les voir tous les deux. Ils sont convoqués pour une réunion et Haru pense que son clone peut prendre sa place, mais son clone refuse et Haru se rend compte que c'est inutile. Leur famille sort saluer ses invités et nous rencontrons le prince et la princesse royale, Laios et Marianne. Haru se demande s'ils sont ses vrais frères et sœurs, mais Laios est coincé et très grossier. Marianne lui dit de bien se comporter, mais Lias dit qu'elle ne peut pas le diriger puisqu'il va être le prochain roi, donc ils ne sont pas au même niveau. Haru n'arrive pas à croire qu'il soit si terrible, mais Lias l'interpelle parce qu'il le regarde. Il sait que Haru n'est qu'au niveau 2, alors il décide de lui donner une leçon en le mettant au défi de se battre. Haru pense que ça va être pénible, mais Laios pense qu'il a peur de dire qu'il se retiendra. Haru vérifie son niveau en voyant qu'il est de niveau 9 avec un maximum de 40 et il le compare à celui de son père et de la princesse. Laios le charge, mais il l'esquive facilement. Laios lui dit de ne pas s'enfuir, alors Haru utilise sa barrière pour se protéger. Il laisse le prince le battre, mais Laios lui dit de riposter, alors il l'attaque instantanément par derrière. Laios se relève, mais Haru continue de le renverser. Marianne ne croit pas qu'il soit seulement au niveau 2, mais le père de Haru appelle cela un mystère. Laios refuse de perdre, attaquant avec une boule de feu, mais Haru l'absorbe simplement avec sa barrière. Le prince continue d'attaquer, mais ses sorts n'ont aucun effet. Il se demande ce qui se passe et Haru révèle qu'il a absorbé toutes les boules de feu en se demandant s'il devait les rendre et Laios tombe à genoux. Haru le laisse s'en tirer et il est juste content que ce soit fini. Marianne s'excuse pour son frère et elle se demande s'il est vraiment à la hauteur aussi. Haru confirme qu'il l'est, mais il s'excuse rapidement. En regagnant sa chambre, il se demande si cet incident va pousser ses vrais parents à venir le chercher. Nous voyons Charlotte alors qu'elle aide Haru à rechercher des méchants sociles à éliminer. Flay revient et elle veut aussi aider, mais Haru pense qu'elle finira par causer des problèmes. Il lui pose des questions sur ses autres tâches pour elle, mais elle prétend avoir tout terminé. Charlotte est excitée, voulant les voir faire équipe, disant que chaque héros a besoin d'un partenaire. Voyant à quel point ils sont excités, Haru n'a d'autre choix que de l'accepter. Il prévient Flay que puisque Charlotte les surveille, elle n'est pas autorisée à recourir à une violence excessive. Nous voyons le groupe de voleurs alors qu'ils se préparent à visiter leur salle, mais Haru fait son entrée en se présentant comme le Chevalier Noir et Flay emboîtent le pas en se faisant appeler le Chevalier Pourpre. Les hommes sont confus et Flay attaque avec sa flamme, y mettant le feu. Haru essaie de lui rappeler son avertissement, mais elle n'écoute pas et continue de lancer du feu, alors il finit par l'arrêter avec sa barrière. Flea est confuse par ce qui se passe et elle se prépare à utiliser tout son pouvoir, mais Haru la frappe soudainement pour lui rappeler de ne pas être si violente. Elle dit qu'elle s'est laissée emporter, mais elle essaie de les brûler à nouveau et il la frappe à nouveau, lui disant de repartir pendant qu'il s'occupe du reste. Haru est épuisé par la suite, mais Charlotte dit qu'ils étaient géniaux. Flay se demande pourquoi son attaque n'a pas fonctionné, pensant qu'elle devra utiliser plus de puissance la prochaine fois. Haru ne veut pas recommencer, mais voyant à quel point cela a rendu sa sœur heureuse, il y réfléchit. Pendant ce temps, nous voyons Laios se demander comment Haru l'a vaincu alors qu'il n'est qu'au niveau 2.
Nous apprenons qu'il essayait d'affirmer sa domination en tant que prochain roi, mais cela ne s'est pas passé comme il l'espérait. Son assistant lui dit de se préparer pour le banquet et il suggère à Lias d'inviter Charlotte à le rejoindre pour leur visite des champs le lendemain. Lias ne se soucie pas d'elle, mais son assistant lui dit que c'est pour son bien. Charlotte rend visite à Haru après le banquet et nous apprenons qu'il a envoyé son clone pour prendre sa place. Son clone lui rappelle qu'ils sont identiques, alors il trouve l'expérience tout aussi misérable. Son clone ne supporte pas d'être son double et il saute dans le lit. Charlotte s'inquiète pour le clone, pensant qu'il devra partir en tournée, mais elle note qu'elle ira aussi depuis que Lias l'a invité. En voyant à quel point son clone est fatigué, Haru décide de partir. Plus tard dans la nuit, Haru décide de vérifier l'itinéraire de leur tournée pour s'assurer qu'il est sans danger pour Charlotte. Il trouve un groupe suspect qui semble invoquer quelque chose, alors il décide d'aller vérifier. Il se dirige vers eux en se demandant ce qui se passe, mais les hommes sont choqués de le voir. Ils préparent leur sort contre lui, mais il les élimine facilement. L'un des hommes active le cercle magique, invoquant un groupe de squelettes. Haru les trouve effrayants, mais il les élimine facilement avec son épée. Cependant, il se relève immédiatement en sautant sur lui, mais il les fait facilement exploser. Il continue de se relever, mais il remarque un cristal sur leur poitrine. Alors que l'homme leur ordonne d'attaquer, les squelettes se retournent soudainement et commencent à attaquer les hommes à la place. Le chef invoque un énorme golem écrasant les squelettes et il parvient même à franchir la barrière de Haru. Il se demande comment le gérer, mais il remarque qu'il a également un cristal sur sa poitrine, alors il finit par l'attaquer, empêchant le golem de bouger. Les hommes se demandent ce qui se passe, mais cela se retourne également contre eux, et Haru s'excuse, disant qu'il l'a poignardé avec sa barrière, qui a outrepassé sa formule magique. Haru finit par les capturer tous, et il essaie d'interroger le chef sur leur objectif. L'homme refuse de parler, alors Haru demande aux squelettes de creuser un trou, et il menace de les enterrer tous vivants. Le chef révèle qu'il travaille pour la reine consort, affirmant qu'ils essayaient d'invoquer des monstres pour assassiner Charlotte pendant la tournée. Haru se demande pourquoi il la ciblerait, et l'homme révèle que la reine a peur de son potentiel, sachant que Charlotte la surpassera un jour. Il mentionne que la reine était également à l'origine des attaques de bandits, mais comme elles ont échoué à 2 reprises, la reine a envoyé son équipe d'invocateurs personnels. Haru pense que c'est la même chose que lorsqu'il a été abandonné et elle fait tout pour protéger sa propre position. Haru se met en colère en y pensant et le golem commence à se déchaîner en s'accrochant à l'homme, mais Haru l'arrête juste à temps. Il refuse de perdre les gens qu'il aime et décide d'aller à l'encontre de la reine même si elle est sa vraie mère. Nous voyons Flay surveiller le déroulement de la tournée. Le trajet est délicat, mais Charlotte essaie de remonter le moral de Lias, lui disant qu'il ne devrait pas se sentir mal d'avoir perdu contre Haru, parce qu'il n'a même jamais eu une chance. Marianne se joint à nous en disant que ce n'est pas grave, mais que cela ne fait qu'empirer les choses. Haru leur dit de se détendre, mais Lei pense qu'il n'a même pas utilisé la magie pendant leur combat. Haru explique qu'il peut se perfectionner pour devenir plus fort, mais Laios et Marianne sont choqués d'entendre cela. Haru n'est pas conscient que c'est grave et Laios se demande s'il est un démon de retour. Haru ne sait pas ce que cela signifie. Et Charlotte explique que lorsqu'un démon épouse un humain, leurs descendants peuvent avoir des traits démoniaques. Marianne pense que cela expliquerait son pouvoir, mais elle note qu'il n'a pas de cornes et qu'il ressemble à un garçon normal. Charlotte se porte garante du reste de son corps, disant que c'est tout à fait normal puisqu'elle a pris un bain avec lui, mais cela les fait juste bizarres en pensant qu'il est un perf. Charlotte se demande si c'est faux, mais ils essaient juste de leur expliquer que ce n'est pas courant. Ils arrivent à destination et admirent un champ de blé. Charlotte s'enfuit avec Marianne et Elias, tandis que Haru discute avec son père. Haru pose une question hypothétique en se demandant ce qu'il ferait si la reine en voulait à la vie de Charlotte.
Son père révèle qu'il a reçu une lettre du Chevalier Noir lorsqu'il a été livré au mage de la reine. Il sait donc que la menace est réelle. Il sait ce qu'elle se considère comme son ennemi, mais il ne peut pas riposter puisqu'elle est la reine. Haru souhaite qu'elle disparaisse, mais son père lui dit que la capitale sombrerait dans la tourmente sans elle. Il explique que le roi est tombé du pouvoir il y a longtemps et que de nombreux nobles tentent de prendre le trône, mais la reine les maintient tous sous contrôle grâce à son pouvoir. 2 ans avant la naissance d'Haru, le roi mena une armée contre le roi démon, avec parmi eux la reine Giselle, et elle élimina le roi démon toute seule. Elle est devenue une héroïne et son mariage avec le roi a été soutenu par tout le monde. Mais elle essaie maintenant de s'emparer du royaume. Son père pense qu'ils ne peuvent rien faire à moins que quelqu'un de plus puissant ne remplace la reine. Il pense que Charlotte deviendra facilement plus forte qu'elle, mais elle est encore trop jeune. Alors il dit à Haru de veiller sur elle jusqu'à ce qu'elle grandisse. Fly se porte volontaire pour éliminer la reine, mais Haru refuse, disant que c'est un problème personnel, alors il veut être celui qui le fait. Il pense que la reine fera bientôt une nouvelle tentative d'assassinat de Charlotte, alors il décide qu'il est temps qu'ils se retrouvent. Sa mère Giselle reçoit un rapport sur l'attentat raté contre Charlotte, apprenant que le Chevalier Noir la protège. Elle leur jette son verre, les qualifiant d'inutiles, et elle pense qu'elle devra s'en occuper elle-même. Mais à ce moment-là, Haru arrive instantanément et élimine ses hommes avec ses barrières. Giselle se demande comment il a réussi à entrer dans son château qui devrait être protégé par des barrières, mais Haru les qualifie de faibles en disant qu'il vient de les franchir. Giselle se prépare à s'occuper de lui et Haru est surpris de pouvoir utiliser 3 sorts d'affilée. Il se retrouve piégé dans une sphère d'eau qui commence à se noyer, mais il utilise une barrière pour l'aider à en sortir. Giselle enchaîne avec la magie de la glace contre laquelle Haru est capable de se défendre, alors elle le frappe ensuite avec sa magie du feu. Haru tombe au sol et Giselle commence à jubiler, disant qu'il n'est pas un défi. Mais Haru se relève, repoussant l'attaque, et Giselle se demande qui il est. Haru commence à riposter, attaquant avec un barrage, et Giselle a du mal à se défendre. Elle pense qu'il est encore plus fort que le roi démon, et elle commence à manquer de mana, mais elle le charge avec son épée, et Haru se bat en utilisant sa propre épée. Giselle se met sur lui en pensant qu'elle est sans égal avec l'épée, mais Haru finit par la désarmer. Il se prépare à la punir, lui créant un collier autour du cou, et il lui dit qu'elle perdra la tête si elle essaie de l'enlever. Elle se demande ce qu'il veut, et Haru lui dit qu'il a une seule exigence, lui disant de ne pas toucher à Charlotte et à sa famille, l'avertissant de ce qui se passera si elle désobéit. 5 ans plus tard, les choses sont restées paisibles et on voit Charlotte jouer dans la neige. Haru trouve qu'il fait trop froid dehors, alors il veut juste retourner dans sa chambre. Il se demande si Faye a froid dans sa tenue et on la voit trembler, mais elle prétend qu'elle va bien. Haru peut voir à travers son mensonge, alors il lui donne une nouvelle tenue et lui dit de parler si elle a un problème. Charlotte lui parle d'un mouvement spécial auquel elle a pensé, disant qu'elle n'est pas assez forte pour l'utiliser, alors elle lui demande de l'essayer. Elle lui explique comment faire, et il trouve ça ridicule, mais il ne peut pas lui dire non. Il prépare sa magie en exécutant un chant qu'il trouve embarrassant et finit par percer un énorme trou dans le sol. Charlotte est impressionnée et Haru est heureux d'avoir pu la rendre heureuse, mais leurs parents semblent soudainement se demander ce qui se passe. Alors Haru utilise rapidement sa magie pour créer le Chevalier Noir qui s'envole et il lui impute le trou en disant que le Chevalier Noir passait par là et a montré son attaque spéciale. Charlotte accepte rapidement l'explication et leur père décide de ne pas se pencher sur la question. Alors que Charlotte continue de jouer, Haru demande à son père comment les choses se passent. Son père mentionne que la reine n'est pas apparue en public ces dernières années, mais il est heureux qu'il n'y ait plus eu d'attentat contre la vie de Charlotte. Il a entendu des rumeurs selon lesquelles la reine porte désormais un collier d'esclaves, alors il se demande si cela a quelque chose à voir avec cela.
Haru est juste content que tout soit paisible, et il pense qu'il peut enfin avoir une vie relaxante en tant qu'enfermé, mais son père mentionne soudain qu'il devra commencer à aller à l'école dans la capitale. Haru est choqué d'entendre cela et son père dit qu'il a essayé de refuser, mais que c'était hors de son contrôle. Haru refuse instantanément de se rappeler à quel point l'école était mauvaise dans sa vie passée, et il devient déterminé à trouver un moyen de s'en sortir. Nous les voyons en discuter plus loin dans la maison. Son père révèle qu'il s'agissait d'une recommandation directe du roi. Haru se demande pourquoi il ferait une telle chose et son père pense qu'il a dû faire une impression sur la princesse Marianne lorsqu'elle est venue leur rendre visite. Son père pense que ce serait aussi une bonne occasion pour lui de rencontrer des gens et de découvrir davantage le monde extérieur. Haru ne veut pas lui causer de problème, alors il accepte d'y aller. Son père lui dit qu'il devrait amener un accompagnateur puisqu'il se rend à la capitale, mais il dit qu'il ne peut pas emmener Fless car elle finirait par causer des ennuis et sa mère apparaît soudainement se porter volontaire pour l'accompagner. Mais Haru refuse en disant que personne n'emmènerait sa mère avec lui et son père lui dit qu'il a 3 mois pour trouver quelqu'un. Alors que Haru retourne dans sa chambre, il réfléchit à un moyen de s'en sortir. Il explique la situation à son clone, mais celui-ci refuse également en disant qu'il veut aussi être enfermé. Alors Haru explique son plan, voulant que son clone soit expulsé de l'académie pour manque de capacité, puisqu'il ne peut utiliser aucune magie, et de cette façon, cela ne causera aucun problème à son père. Son clown pense qu'il pourrait le faire lui-même, mais Haru prétend qu'il pourrait accidentellement utiliser sa magie de barrière s'il se faisait harceler. Son clown ne veut pas être battu, alors Haru promet d'utiliser sa barrière sur lui pour le protéger, et son clown accepte le plan à contre-cœur. Nous apprenons qu'au cours des 5 dernières années, Haru a construit une cabane quelque part au loin, où il peut s'enfermer pendant que son clown le couvre. Il se détend en jouant à des jeux vidéo, mais Charlotte vient toujours lui rendre visite pour regarder ses animes préférés. Elle devient déprimée en voulant en regarder davantage parce qu'elle ne peut rendre visite qu'à Fless, puisqu'il est si loin, mais Haru mentionne qu'il pourrait utiliser la magie de téléportation pour l'aider. Il le montre en lui passant une balle à travers sa barrière, et ils sont étonnés que cela fonctionne, mais ils notent qu'il ne l'a pas testé sur une créature vivante. Flay suggère d'essayer avec son clone, alors il ouvre une porte vers sa chambre. Il dit à son clone de passer, mais son clone sait ce qui se passe, refusant de risquer sa propre vie. Il se moque d'Haru pour qu'il l'essaye lui-même, mais Flay s'énerve, et elle saute à travers, attrapant le clone, et elle le jette à travers. Mais après ce test, il confirme que cela fonctionne, alors Haru installe une porte pour que Charlotte vienne lui rendre visite, mais son clone revient en voulant juste qu'on le laisse en paix. Alors que Haru continue de se détendre, il se souvient soudain qu'il doit trouver un accompagnateur. Il sort se promener, mais il se retrouve dans un village rempli de squelettes. Mais ils l'appellent leur patron, et il s'avère que ce sont les squelettes d'il y a 5 ans lorsqu'il a vaincu les invocateurs de la reine. Le chef des squelettes, Johnny, lui souhaite la bienvenue au village. Haru remarque qu'il s'agit également d'autres monstres, et Johnny explique qu'ils ont accueilli des animaux errants qui n'avaient nulle part où aller, mais il assure à Haru qu'ils se comportent tous bien. Johnny continue en montrant à Haru les autres parties de leur village, lui montrant leur ferme où ils cultivent leur nourriture, et ils ont une récolte assez impressionnante, choquant Haru, car ils font tout cela pour nourrir les autres monstres. Johnny continue de lui montrer d'autres zones du village, et Haru pense que il ajoutait de la chair, Johnny pourrait être un bon assistant. Mais alors qu'il continue de parler du village, Haru se rend compte qu'il parle trop et pense qu'il deviendrait fou s'il devait l'écouter et tous les jours. Haru prend congé et essaie de se détendre au bord de la rivière, mais on voit que le golem d'il y a 5 ans est également là. Il s'avère que c'est une fille et elle a le béguin pour lui en lui offrant une fleur. Haru envisage de la choisir comme servante, pensant qu'elle a une belle personnalité, mais en fin de compte, il pense qu'elle est tout simplement trop grande.
Il retourne à la cabine où Flay se demande de quoi il parlait lorsqu'il a mentionné un préposé, mais il lui dit que ce ne sont pas ses affaires, ce qui la déprime. Le lendemain, Flay emmène Charlotte visiter le village et elle est impressionnée que son frère ait donné à tous les monstres un endroit où vivre. Elle décide de donner au village un nom en l'appelant Pandémonium et Johnny pense que c'est un super nom. Pendant ce temps, dans les lointaines montagnes gelées, nous voyons un groupe d'aventuriers chasser un dragon de blizzard. Ils parviennent à le blesser, le faisant s'envoler, mais il finit par s'écraser et il est emporté par la neige. Haru apprend cet incident grâce à son père qui lui dit que le dragon est apparu près de leurs frontières et il craint qu'il puisse entrer sur leur territoire et se déchaîner, alors il veut que Fly l'aide à enquêter. Fly dit qu'elle n'accepte que les ordres de Haru, mais quand Haru lui dit de le faire, elle mentionne qu'elle ne connaît aucun dragon du blizzard, alors elle pense que ce doit être un lâche qui s'est caché dans les montagnes pendant que les démons étaient en guerre contre les humains, donc elle ne veut pas aider quelqu'un comme ça. Haru demande du temps pour y réfléchir, mais quand il quitte la pièce, il voit que Charlotte écoutait et elle se sent mal pour le dragon qui demande à Flay de l'aider. Donc Flay n'a d'autre choix que d'accepter. Il se dirige vers les montagnes et Haru parvient à trouver le dragon. Le dragon est en mauvais état et les aventuriers l'ont rattrapé, mais Haru et Flay arrivent juste à temps. Flay essaie de tous les brûler avec son feu, mais Haru les protège juste à temps, les laissant au sol. Haru essaie de parler avec le dragon, mais celui-ci l'ignore et demande à Flay pourquoi un démon comme elle servirait un humain. Flay explique son histoire pendant 1 heure et le dragon est surpris qu'Haru soit le roi démon réincarné. Mais Haru n'arrive pas à croire que Flay se souvient encore de son histoire. Le dragon s'excuse de ne pas avoir aidé pendant la guerre, disant qu'elle n'aime pas se battre, et explique qu'elle vient de passer les 300 dernières années à vivre une vie tranquille dans les montagnes. Haru est excitée d'entendre cela, pensant qu'elle a vécu le style de vie parfait, et il se demande comment elle passait ses journées. Elle dit qu'elle dormait toute la journée dans une grotte, mais après avoir rencontré un aventurier qui avait laissé un livre derrière elle, elle passait son temps à le lire encore et encore. Elle a finalement voulu lire d'autres livres, alors elle se transformerait en humaine et se faufilerait dans un village où elle pourrait obtenir des livres et les rapporter dans sa grotte. Mais elle fut finalement découverte et les aventuriers finirent par brûler tous ses livres. Faye est émue par l'histoire et elle l'invite à rester au village. Le dragon accepte joyeusement et elle reconnaît Haru comme son maître. Elle se transforme en humaine et Haru lui donne rapidement des vêtements appropriés. Il enlève son masque en se présentant et la fille n'a pas de nom, alors il décide de l'appeler Liza. Elle est heureuse de recevoir ce nom, mais Flay l'interrompt soudainement en lui rappelant qui est le patron car elle est la première servante de Haru. Haru décide de rentrer et Lisa est capable de voler après lui, rendant Flay jaloux et elle essaie de les suivre. Haru présente Lisa à sa famille et son père est surpris de s'être occupé d'elle si rapidement. Haru demande qu'elle puisse rester comme l'une de leurs servantes et cela ne dérange pas son père tant qu'elle respecte les règles, tandis que Charlotte est ravie de la rencontrer. Flea apprend à Liza comment être une femme de chambre, lui montrant avec quelle facilité un balai peut se casser et lui disant de faire attention, mais Lisa parvient à faire un excellent travail. Il passe à la vaisselle et pendant que Flay casse chaque vaisselle, Lisa nettoie parfaitement sa vaisselle. Ils essaient ensuite de cuisiner et Flay utilise son feu, mais cela finit par tout brûler tandis que Lisa apprend des autres servantes et elle est félicitée pour avoir appris si vite, ce qui rend Flea jalouse. La famille apprécie la nourriture préparée par Liza et ils la complimentent tous sur son goût, ce qui rend Flea déprimée. Natalia se demande ce que Lisa peut faire d'autre et elle mentionne qu'elle aime lire, ce qui l'a aidé à apprendre les bases de la magie. Natalia est impressionnée et elle suggère qu'elle soit la femme de chambre personnelle de Charlotte. Le lendemain, on voit Lisa apprendre à Charlotte à utiliser la magie. Charlotte se débat au début, mais elle parvient à créer un feu.
Lisa l'aide également dans ses études et ils commencent à tout faire ensemble. Charlotte s'améliore rapidement et Haru est étonné de voir Lisa enseigner et faire la lessive en même temps. Haru se sent mal de la voir faire ses corvées et Charlotte craint d'avoir été un inconvénient, mais Lisa dit qu'elle a aimé la servir et Charlotte lui demande d'être également son amie, ce que Lisa accepte avec joie. Haru pense à quel point Lisa est sérieuse et apprend vite, alors il pense qu'elle ferait la servante idéale pour lui. Mais il ne veut pas l'éloigner de Charlotte alors qu'ils sont devenus amis. Il y réfléchit encore et se rend compte qu'il pourrait utiliser sa magie de téléportation pour permettre à Lisa d'être à deux endroits à la fois. Le lendemain, on voit Charlotte dans la cour et Lisa passe par là. Flay prétend qu'elle peut aussi voler, alors Charlotte lui demande de lui apprendre. Mais quand Flay montre qu'elle vole, il s'avère qu'elle ne fait que sauter, mais Charlotte la trouve incroyable. Natalia se demande ce qu'ils font, mais elle pense que voler de la magie serait trop dangereux pour Charlotte, ce qui la rendrait déprimée. Charlotte est sur le point de pleurer, alors Flay se précipite vers Haru, mais il surveillait tout et il crée instantanément un avion pour que Charlotte puisse voler. De retour à la cabine, Haru décide de vérifier leur niveau et on voit que Flay et Liza sont tous les deux de niveau assez élevé. Mais Haru est surpris quand il voit que le niveau maximum de Charlotte est si élevé. Il se souvient que le niveau de la reine n'était que de 40. Il pense que Charlotte atteindra le niveau maximum en un rien de temps. Mais elle n'est pas d'accord en révélant que lorsqu'elle était bébé, elle a fait une boule de feu avant même de pouvoir parler. Sa mère a donc fini par lui mettre un sceau. Charlotte s'interroge sur le niveau de Haru et Flay, pense qu'il doit être supérieur à 100, mais il refuse de leur montrer, car il sait qu'il n'est qu'au niveau 2. Plus tard, nous voyons Charlotte devenir déprimée parce que son émission préférée est terminée. Lisa lui dit qu'il est temps de rentrer, mais alors qu'ils partent, Haru mentionne qu'il commence l'école dans la capitale. Charlotte y pense soudain comme un endroit terrifiant et elle dit à Lalisa d'annuler ses plans et de convoquer ses chevaliers pour une réunion. Urgence. On la voit rencontrer Flay, Johnny et le golem. Ils discutent d'Haru qui va à l'école et Flay est choquée de ne pas être au courant. Elle pense que Azu ne peut rien apprendre dans une école puisqu'il est le roi démon, mais Johnny lui rappelle qu'ils ont promis de ne pas révéler son secret. Charlotte est choquée d'entendre cela, se demandant pourquoi Haru a un secret qu'elle ne connaît pas, mais Johnny la réconforte en lui disant qu'elle est la préférée de Haru. Alors, il le lui dira en un rien de temps. Ils avancent avec le sens et Charlotte mentionne une émission qu'elle a regardée sur une école. Mais lorsqu'elle a demandé à Haru à quoi ressemble une école, il l'a qualifiée d'endroit le plus terrifiant sur Terre. Alors, elle se demande pourquoi il accepterait d'en fréquenter une. Sur la base de l'anime qu'elle a regardé, elle propose une théorie selon laquelle il doit y avoir un conseil étudiant secret qui tire les ficelles et corrompt les autres étudiants. Elle pense que cela doit faire partie d'un syndicat maléfique encore plus grand et Haru doit essayer de les infiltrer et de les arrêter. Flay et Johnny sont instantanément convaincus par cette théorie. Alors, Charlotte pense qu'ils doivent commencer à se préparer pour pouvoir l'aider. Lisa suggère de parler avec Haru, mais Charlotte dit qu'ils ne devraient pas le déranger avec tout, disant qu'ils doivent être capables de penser par eux-mêmes. Lisa finit par tout rapporter à Haru et il est heureux d'en avoir entendu parler avant que quoi que ce soit n'arrive. Lisa se demande s'il se bat réellement contre un syndicat maléfique et il décide de jouer le jeu, y voyant sa chance. Et il lui demande de l'aide, lui disant qu'il aura besoin d'elle comme assistante lorsqu'il ira à l'école. Lisa est surprise par la demande, mais elle accepte, réfléchissant à ce qui est en jeu, et Haru commence à réfléchir aux moyens de se faire expulser de l'école le plus rapidement possible. Haru s'apprête à partir pour la capitale, et son père lui dit de faire attention. Nous voyons que Haru a utilisé sa magie pour cacher les cornes et la queue de Lias, mais elle est encore en train de s'y habituer, tandis que Flay supplie d'être amenée. Pendant ce temps, au palais royal, nous voyons Marianne alors qu'elle annonce à Lias que Haru était en route.
Nous avons appris que c'est Laios qui a recommandé Haru, mais il prétend qu'il veut juste savoir à quel point Haru était si fort. Il sait que Marianne a également demandé au roi la défense de Haru, ce qui la met dans l'embarras, et il la taquine parce qu'elle est obsédée par Haru. Il parle ensuite d'une secte apparue récemment. C'est déguisé en branche de l'église et ils semblent être des extrémistes qui adorent les démons. Leur influence s'est répandue dans tout le royaume et a même infiltré l'académie. Des rumeurs courent également selon lesquelles ils envisagent de renverser la monarchie et un nombre croissant de nobles rejoignent leur cause. Lias a entendu des rumeurs selon lesquelles sa mère est derrière tout cela, mais il ne sait pas ce qu'elle prévoit, pensant que son comportement est de tenue étrange depuis qu'on lui a donné son collier il y a 5 ans. Tout le monde sait que le roi et la reine ne sont plus en bons termes, alors Lias pense que sa mère doit essayer d'utiliser l'église pour prendre la relève. Il ne sait pas ce qu'ils peuvent faire, mais Marianne a le sentiment qu'Haru sera la clé pour changer la situation, pensant que ses pouvoirs seraient suffisants pour vaincre une organisation entière. À ce moment, Giselle entre soudainement. Nous apprenons que Marianne n'est que sa belle-fille, et elle commence soudainement à l'étouffer, pensant qu'elle est méprisée à cause de son collier. Laia la supplie d'arrêter et elle laisse tomber Marianne en disant que ce n'était qu'une farce. Elle est également au courant de la venue d'Haru dans la capitale, et elle dit à Laias de s'entendre avec lui, mais elle veut en fait qu'il trouve des informations sur le Chevalier Noir, et Laias ne peut qu'être d'accord. De retour à la cabane de Haru, on apprend qu'il a installé une porte près de la capitale, afin de pouvoir y arriver le moment venu. Charlotte lui rappelle qu'il doit y aller, et Fly le supplie de reconsidérer sa décision. Haru part avec Lisa et ils arrivent dans une forêt près de la capitale. Ils sont encore à un fairway et Lisa remarque une calèche poursuivie par un bison. Lisa note que le bison est généralement herbivore, elle pense donc qu'il doit avoir faim. Haru décide d'aider, se transformant en chevalier noir. Il survole, mais à ce moment-là, la roue du chartiot se détache et les gens sont sur le point de tomber, mais Haru attrape le garçonson avec sa barrière. Le bison continue de charger vers la voiture, mais il y a une fille qui s'avance. Haru se demande si elle est forte et la fille essaie d'arrêter le bison, mais elle finit par être jetée. Le bison se prépare à la charger à nouveau, mais Haru l'arrête juste à temps. La fille le remercie pour son aide, se présentant comme Iris, mais elle est blessée, alors Haru la guérit instantanément avec sa barrière. Haru répare également la voiture et la jeune fille est émerveillée par ses capacités. Haru se demande pourquoi elle voyage dans une voiture aussi délabrée et Iris dit que c'est tout ce qu'elle pouvait se permettre, mais elle jure de trouver un moyen de le rembourser. Haru finit par déplacer le bison et lui donne même de la nourriture. Lui et Lisa continuent leur chemin, mais Lisa note qu'Iris lui a donné une sensation étrange, mais elle n'arrive pas à mettre le doigt sur ce que c'est. Ils parviennent à se rendre à l'académie, et il y a une énorme file d'attente pour y entrer. Alors que Haru regarde les autres personnes qui attendent, son anxiété entre en jeu et il veut juste rentrer chez lui. Il finit par entrer et on lui donne une tonne de paperasse à remplir. Lorsqu'il arrive dans sa chambre, il est complètement épuisé, alors il ouvre rapidement la porte et retourne à sa cabine. Charlotte et Flea lui souhaitent la bienvenue, mais il veut juste se reposer. Il dit à Flea de lui préparer à manger, mais Charlotte suggère d'aller chercher de la nourriture dans la capitale. Flea veut cuisiner pour Haru, mais Charlotte lui rappelle leur mission et elle finit par accepter également. Charlotte donne un déguisement à Flea pour que les gens ne découvrent pas qu'elle est un démon, mais Haru pense que c'est trop évident, alors il utilise sa magie pour rendre ses oreilles et sa queue invisibles. Ils se dirigent vers la ville et prennent un repas dans l'un des restaurants. Charlotte sort alors une carte de la capitale, prévoyant d'enquêter sur ses environs, et elle ordonne à Lisa et Fly d'arpenter les environs. Haru se demande ce qu'il prévoit, mais Charlotte dit que ce n'est qu'une éventualité. Haru doit explorer avec Charlotte et elle appelle cela un rendez-vous. Haru est choqué d'entendre cela et il pense que ce serait son premier rendez.
Même s'il pense qu'elle ne comprend pas ce qu'est un rendez-vous, il décide de l'accepter. Ils se promènent ensemble dans la ville et Haru lui achète même un collier. Alors qu'il continue d'explorer, Charlotte finit par tomber sur Iris. Haru se précipite, mais Iris ressent une sensation familière de sa part et elle se souvient de la sensation de son mana. Mais Haru dit que c'est impossible, révélant qu'il n'est qu'au niveau 2. Iris s'excuse pour son erreur, mais elle s'enfuit car elle a un entretien. Alors que Charlotte regarde Iris partir, elle note également qu'elle a ressenti quelque chose d'étrange de sa part. Nous apprenons que le clone de Haru le couvrait à l'académie, mais le clone dit à Haru qu'il y a un examen de compétences avant la cérémonie d'entrée, mais il refuse de le passer parce qu'il est malheureux d'être coincé à l'académie. Haru pense que s'il fait des choses terribles, cela pourrait être l'occasion idéale de se faire expulser. Nous le voyons se faufiler dans l'académie en essayant d'éviter toute interaction sociale, mais il est attrapé par un professeur nommé Polko. Le professeur le guide à l'intérieur, l'emmenant dans une salle de conférence, et Haru pense à ce que c'est que de commencer dans une nouvelle école, mais cela le rend simplement déprimé. Haru est déterminé à échouer à tout prix, et le professeur lui fait passer son examen. En fait, il n'a aucune idée de comment répondre aux questions, alors il dit simplement qu'il n'en a aucune idée. Il y a une section sur la magie des barrières, à laquelle il répond correctement, pensant qu'il ne peut pas montrer trop clairement qu'il essaie d'échouer. Il y a aussi une section sur la magie ancienne, et Haru se souvient des livres qu'il lisait à ce sujet, répondant accidentellement aux questions sans réfléchir. Le professeur lui dit qu'il doit également faire une évaluation du mana, mais Haru pense que cela ne sert à rien, puisqu'il va juste atteindre le niveau 2. Le professeur dit que c'est juste leur procédure, et Haru pense que ce sera une bonne occasion de montrer à quel point il est faible. Haru est emmené dans une autre pièce où il rencontre un petit médecin nommé Toretta. Elle se présente comme l'ancienne chercheuse en magie de l'école, et elle lui dit de ne pas prendre de l'avance simplement parce qu'il a été recommandé par le roi, et elle dit qu'elle le renverra chez lui s'il se met de son mauvais côté. Mais cela ne fait qu'exciter Haru. Terada examine les réponses de son test et elle les trouve très intéressantes. Il passe à l'évaluation du mana et Haru s'attend à être au niveau 2. Il y a une énorme quantité d'énergie et la boule de cristal finit par se briser. Les professeurs sont stupéfaits et Haru est choqué de l'avoir cassé. Il pense que Terada doit être en colère contre lui et il espère être renvoyé chez lui. Mais elle le trouve tout simplement incroyable, pensant qu'il doit avoir tellement de pouvoir que le cristal ne peut pas le supporter. Elle souligne également ses réponses à son test, pensant qu'il est audacieux de simplement dire qu'il n'en a aucune idée, et elle est impressionnée par ses connaissances sur les barrières ainsi que sur la magie ancienne. Toretta décide de prendre Haru comme disciple personnel, lui disant de la rejoindre dans ses recherches, mais il refuse instantanément. Toretta le supplie de se joindre, mais il s'excuse simplement. Il lui explique ce qui s'est passé, et son clan est ennuyé d'avoir fait une si bonne première impression, mais ils sont toujours déterminés à ne pas abandonner. Le jour de la cérémonie d'entrée arrive, et Charlotte donne une arme au clone Haru. Il pense à la façon dont il est obligé de prendre la place de Haru, mais comme il n'a pas de magie, il est protégé par la barrière de Haru et le pistolet est destiné à se défendre. Après la cérémonie d'entrée, Clone Haru se précipite pour regagner sa chambre. Il remarque soudain un groupe d'étudiants populaires et pense qu'il devrait les éviter à tout prix. En passant, le chef du groupe interpelle, mais il parle en réalité à Iris. Clone Haru pense qu'il devrait simplement retourner dans sa chambre, mais il finit par tomber sur Iris. L'autre étudiant s'énerve en pensant qu'il est ignoré et il se présente comme Schneider, le vice-président étudiant. Il les reproche de ne pas lui avoir rendu hommage, mais Iris prétend qu'elle vient de rejoindre l'académie, donc elle ne savait pas que c'était une règle. Schneider montre Clone Haru lui disant d'expliquer comment les choses fonctionnent, mais il fait soudainement semblant d'avoir mal au ventre en essayant de s'enfuir. Mais Schneider pense qu'on se moque de lui, alors il décide de lui donner une leçon.
Clone Haru essaye de courir, mais il finit par être touché dans le dos. Cependant, il se relève immédiatement, et Schneider n'arrive pas à croire qu'il va parfaitement bien. Clone Haru fait rapidement semblant de souffrir, mais cela ne fait qu'énerver Schneider. Iris s'excuse d'avoir impliqué Haru, mais elle ne comprend pas pourquoi Schneider est si en colère, et Clone Haru se rend compte qu'Iris a des compétences sociales encore pires que lui, et est complètement incapable de lire la pièce. Schneider refuse de se laisser ridiculiser et se prépare à attaquer avec plusieurs sorts. Le clone Haru n'a pas d'autre choix, avec son arme, puis s'enfuit rapidement. Haru apprend tout ce qui s'est passé, et son clone note également qu'il est poursuivi par Tereta. Haru le renvoie chez lui pour se reposer, et il réfléchit à ce qu'il devrait faire. Il reçoit une double demande de l'associé de Schneider, et il tente de la décliner. Mais la jeune fille lui dit que cela déshonorerait sa famille. Haru pense que c'est une énorme douleur, et il se demande comment il peut sortir du duel sans se blesser. Il continue de surveiller la jeune fille, mais voit Iris à juste suivre la jeune fille dans sa voiture. Ils finissent par se rendre chez Schneider et Iris essaye de demander l'annulation du duel de Haru. Elle souligne sa blessure, disant qu'il n'est pas en état de se battre, mais cela ne fait que l'énerver. Haru continue de regarder et Schneider dit à Iris de connaître sa place. Iris se demande ce qu'il lui faudra pour annuler le duel, et Schneider lui dit de se déshabiller et de danser pour lui. Iris s'accepte cela, et elle commence à le faire, mais Haru ne supporte pas de regarder, et tout devient sombre. Il apparaît comme le chevalier noir, disant à Iris qu'elle est stupide, et lui disant de rentrer chez elle. Schneider se demande ce qui se passe et appelle à l'aide, mais Haru mentionne qu'ils sont dans une autre dimension. Schneider se demande qui il est et Haru se considère comme un héros de la justice, affirmant qu'il est là pour le punir. Schneider essaie de l'attaquer, mais Haru lui coince soudainement l'épaule, le faisant tomber de douleur. Haru revient sur ses péchés en s'en prenant aux nouveaux étudiants, en essayant de le punir avec un duel et en disant à Iris de danser pour lui. Haru lui dit de réfléchir à ses actions et lui dit qu'il est coincé avec l'épingle dans l'épaule jusqu'à ce qu'il ait expié ses péchés. Il mentionne que l'épingle ne fera que se resserrer s'il essaie de la retirer ou d'utiliser de la magie, mais Schneider essaie quand même d'attaquer, mais cela ne fait que lui causer de la douleur. Haru disparaît et tout le monde retourne dans la pièce. L'ami de Schneider essaie de le guérir, mais cela ne fait que lui causer de la douleur, et Schneider jure de se venger. Le lendemain, Haru attire l'attention de tous les autres étudiants, et ceux-ci se demandent s'il n'est vraiment que niveau 2, car il a vaincu Schneider d'un seul coup. Il parvient à s'enfuir, mais il se met en colère en pensant que son projet d'expulsion ne se déroule pas bien. En passant devant d'autres étudiants, il se rend compte que des rumeurs commencent à se répandre à son sujet, et que les filles le trouvent même aveugle, mignon. Il commence à courir vers sa chambre, mais il est arrêté par Toreta et il la rejette instantanément sans écouter ce qu'elle a à dire. Elle insiste pour qu'il rejoigne son laboratoire, mais Haru prétend simplement qu'il a oublié de quoi ils ont parlé, il essaie d'y partir. Toreta continue en lui expliquant à nouveau, disant qu'à l'académie, il y a 2 cours parmi lesquels il doit choisir. Il y a le cours de chevalier où les étudiants apprennent l'utilisation pratique et l'application de la magie, et il est conçu pour ceux qui veulent devenir chevaliers et servir le pays. L'autre est le cours d'érudit, et Toreta explique qu'il pourra simplement travailler dans un laboratoire et inventer de nouvelles façons d'utiliser la magie. Elle pense que ce serait parfait pour lui, puisqu'il s'intéresse à la magie ancienne, mais Haru pense qu'il rejoindrait simplement un autre laboratoire. À ce moment-là, Laios apparaît soudainement se précipitant sur lui, mais Haru se retient facilement sans reconnaître qui il est. Mais Marianne apparaît également, et il est surpris que Lias soit devenu tellement plus grand. Il se demande ce qu'ils attendent de lui, et Lias essaie d'être amical avec lui, mais Haru l'ignore et parle à Marianne. Elle lui demande s'il a déjà choisi un cours, et elle lui demande de rejoindre le laboratoire dans lequel elle se trouve. Laia veut également être dans la classe de Haru, mais Toreta prétend que Haru lui appartient. Laia se dispute avec elle, mais il réalise qui elle est et il avertit Haru
de l'éviter en disant que ses recherches sont inutiles et qu'elle a des ennuis avec les autres professeurs. Mais Toretta prétend qu'il n'est tout simplement pas assez intelligent pour comprendre ses recherches. Les trois se demandent ce que Haru va choisir, mais Iris apparaît soudainement et dit qu'elle a des affaires avec Haru. Haru ne sait pas ce qu'elle veut, mais il y voit une opportunité de s'enfuir. Il prétend donc avoir fait des projets avec elle et s'enfuit rapidement tandis que Marien devient jalouse en se demandant quelle relation il sait LOL66 entretiennent. Haru parvient à s'enfuir et il demande à Iris ce qu'elle veut. Elle se demande s'il s'agit vraiment de la même personne que la veille, affirmant qu'il se sent complètement différent. Haru est choqué qu'elle puisse faire la différence entre lui et son clone, et il érige par réflexe une barrière. Iris peut également sentir la barrière, et Haru se méfie d'elle, lui demandant pourquoi elle pense qu'il est différent. Elle dit que même s'il est le même en surface, elle note qu'il n'avait aucun pouvoir magique la veille, mais que maintenant son pouvoir est écrasant. Haru repense à sa première rencontre avec Fly, et elle a également qualifié son pouvoir d'écrasant, alors il se demande si Iris c'est réellement un démon. Elle lui assure qu'elle est humaine, mais Haru la trouve toujours étrange. Il lui dit qu'il ne peut pas expliquer son pouvoir, mais lui demande de traiter ces deux formes comme la même personne. Iris continue à s'excuser de lui avoir causé des ennuis, le remerciant pour son aide, et elle demande à être son amie. Haru est surprise de cette demande, mais Iris prend sa réponse comme un oui, et elle est heureuse de s'être fait son premier ami. Haru se demande pourquoi elle veut être amie avec lui, et Iris dit qu'ils continuent de se croiser, alors elle pense que c'est un bon signe. Haru est surpris qu'il soit son premier ami, se demandant quel genre de vie elle a eu, alors Iris lui raconte son histoire, disant qu'elle a été abandonnée après sa naissance. Haru s'interroge sur la raison et Iris pense que c'est parce qu'elle a pu parler tout de suite. Haru pense qu'un bébé qui parle serait certainement inquiétant et Iris lui raconte comment elle s'est retrouvée dans un monastère, mais elle n'a pas été bien traitée et le seul prêtre qui s'occupait d'elle est mort quand elle avait 5 ans. Comme elle vivait dans un endroit aussi isolé, elle n'a jamais pu interagir avec son environnement, c'est pourquoi elle manque de bon sens et de compétences sociales. Mais Haru lui dit qu'elle a choisi la mauvaise personne avec qui se lier d'amitié, révélant qu'il n'a pas non plus d'amis, elle ne pourra donc pas apprendre de lui le bon sens. Cependant, Iris pense que c'est l'occasion parfaite, pensant qu'ils sont similaires, alors elle veut toujours être son amie. Haru a l'idée de l'utiliser pour l'aider à se sortir de situations difficiles à l'académie, alors il pense que devenir son amie n'est peut-être pas la pire idée. Il demande quel cours elle suit et elle lui dit qu'elle suit le cours de Toretta. Haru n'est pas content de cela, mais il accepte de le prendre également et Iris en est ravie. Pendant ce temps, au chalet, Charlotte est déprimée depuis le départ de Haru et Flay veut également être à ses côtés. Mais Charlotte sent soudain que quelque chose lui arrive, alors elle décide de le surveiller. Flay pleure parce qu'elle n'est pas autorisée à y aller, mais Liza pense qu'elle est sérieuse et elle est impressionnée par la façon dont Flay s'est adapté à leur situation. Mais Flay remercie son travail précédent auprès du roi démon. Lisa demande à quoi ressemblait le roi démon et Flay dit qu'il était gentil, mentionnant que son rêve était de trouver un moyen pour les démons et les humains de vivre en paix. Elle se souvient de son combat final contre la reine au cours duquel il a sacrifié sa propre vie, mais Flay pense qu'il l'a fait pour se réincarner en humain afin de pouvoir créer la paix du côté humain. Mais elle n'arrive pas à croire qu'il finirait par se réincarner en fils de la reine. Haru prétend qu'il a perdu la mémoire après s'être réincarné, mais Faye note que le roi démon raccourcirait toujours leur nom. Et quand Haru lui a donné le nom de Flay, elle a pensé avec certitude qu'il devait être le roi démon, et elle a même pensé à l'appeler par son vrai nom. Lisa s'interroge sur le vrai nom du roi démon, alors Fly le révèle, l'appelant Irisvillia. Haru se présente officiellement et Iris révèle que son nom complet est également Irisvillia. Haru pense que son nom est trop long, alors il décide de continuer à l'appeler Iris, la faisant rire lorsqu'elle mentionne ce qu'elle aime aussi raccourcir les noms des gens. Haru se prépare à partir, mais Iris
se demande s'il a choisi ses cours en suggérant qu'il devrait les faire ensemble. Haru l'invite à revenir dans sa chambre, mais il s'inquiète soudainement du fait que les gens se fassent de fausses idées. Lorsqu'il entre dans sa chambre, il trouve Charlotte qui l'attend et elle est choquée de penser qu'Iris est sa petite amie, mais Haru dit qu'ils ne sont que des amis. Cependant, Charlotte pense qu'il ne faudra pas longtemps avant qu'il ait une tonne de petites amies, mais elle veut toujours être sa femme. Iris pense qu'ils sont bizarres, mais Haru pense que c'est comme ça que les enfants grandissent et que Charlotte le trouvera dégoûtant à l'avenir, alors il décide de l'accepter. Haru présente les deux filles et il commence à remplir sa sélection de classe. Nous voyons qu'il prend simplement ses décisions en lançant un dé et Iris est surprise par ses méthodes. Mais Charlotte explique que, peu importe les cours qu'il choisit, Haru sera capable de réussir en lui donnant une existence qui transcende tout bon sens. Iris est étonnée par cela, mais Haru lui dit de ne pas croire tout ce que dit Charlotte. Haru s'ennuie de le remplir, alors il dit simplement à Charlotte de l'aider à choisir ce qu'elle pense être approprié. Elle l'aide à le terminer, et il ne prend même pas la peine de le vérifier. Iris en est surprise, s'interrogeant sur ses objectifs pour entrer à l'académie, mais Charlotte prétend qu'il est là pour une raison plus importante, mais refuse de lui en dire les détails. Haru se demande pourquoi Charlotte est venue lui rendre visite, mais elle prétend qu'elle a déjà accompli sa mission, alors elle se prépare à rentrer. Haru pense que ce serait mal de laisser Iris voir la porte, alors il lui couvre rapidement les yeux, et Iris se demande où est allée sa sœur, mais il lui dit simplement de ne pas s'inquiéter pour ça. Une semaine plus tard, nous voyons Haru se réveiller au chalet, et il est déprimé car ses cours sont enfin sur le point de commencer. Charlotte lui donne son emploi du temps, et on apprend qu'il n'est qu'en classe C. Mais Charlotte lui explique que les cours sont régulièrement remaniés en fonction de ses résultats. Elle pense donc qu'il arrivera en classe en un rien de temps, mais Haru semble avoir d'autres projets. Il est soudain surpris lorsqu'il remarque les cours qu'elle a choisis pour lui, et il s'avère qu'elle a choisi tous les cours les plus avancés pour lui, pensant que tout le reste serait trop facile pour lui. Mais Haru décide d'utiliser cela à son avantage, pensant que les autres étudiants penseront qu'il est arrogant en choisissant tous les cours avancés, et il pense que cela l'aidera à se faire expulser en cas d'échec. Haru se rend en classe avec Iris, et elle n'arrive pas à croire qu'il est seulement en classe C, révélant qu'elle est en classe A. Quand Haru arrive dans sa classe, tout le monde le regarde, et il se souvient que c'est à cause du drame qu'il a eu avec Schneider, alors il essaie de faire profil bas. Le professeur commence le cours en leur disant que, puisqu'ils sont en classe C, ils peuvent monter ou descendre dans d'autres classes, il décide donc de commencer par un test. Haru pense que c'est sa chance de montrer à quel point il est inutile, mais quand il passe le test, il découvre que c'est super facile. Il pense que ce serait trop évident s'il se trompait, alors il vise simplement à passer avec un 60. Une fois le test terminé, l'enseignant constate que tout le monde a eu de mauvais résultats avec une note moyenne de seulement 20. Il n'est pas surpris du résultat, car la note moyenne dans la classe B n'est que de 50, mais il est étonné par le résultat de Haru. Haru se demande ce qui se passe, se demande comment les autres étudiants ont pu obtenir des résultats aussi médiocres avec des questions aussi simples. Le professeur le trouve génial et lui dit de passer directement en classe. Le lendemain, il arrive dans son nouveau cours et il est immédiatement attrapé par Iris et Elias. Ils se disputent pour savoir qui va s'asseoir avec lui, mais le professeur les accuse d'avoir provoqué une scène. L'enseignante se présente comme Oratoria et elle commence à leur donner une leçon sur la théorie élémentaire. Elle appelle Iris pour une démonstration et on voit qu'elle a une affinité avec chaque élément. Oratoria poursuit en expliquant que chacun a un élément principal et que les autres sont considérés comme des sous-éléments. Elle explique qu'il est difficile de quantifier l'affinité d'une personne pour les sous-éléments, mais Haru possède une compétence de statut qui lui permet de tout voir. Oratoria explique qu'il est difficile de quantifier les sous-éléments car il est possible que la valeur change lors de l'exécution de différents sorts,
même avec le même élément. Haru pense que cela a quelque chose à voir avec les propriétés cachées, et Oratorius s'approche soudainement de lui en se demandant comment il est au courant d'une telle chose. Nous voyons qu'il vient de le lire depuis sa fenêtre de statue, et il explique que les gens peuvent avoir des propriétés cachées attachées à leurs éléments qui peuvent améliorer certains types de compétences. Oratoria est émerveillé par sa perspicacité, se demandant comment il peut savoir de telles choses, car c'est à la pointe de la recherche et seules quelques personnes devraient le savoir. Elle essaie donc immédiatement de convaincre Haru de rejoindre son laboratoire, mais il refuse également. Plus tard dans la journée, nous voyons Haru et Iris arriver au laboratoire de Toretta, mais nous apprenons que Haru était trop épuisé, alors il a échangé sa place avec son clone. Toretta est heureuse de les avoir là, mais il semble qu'elle les utilise simplement pour remplir les conditions requises afin de pouvoir continuer à faire fonctionner notre laboratoire, et elle décide d'organiser une fête. Le clone Haru envisage de s'enfuir, mais Polkos crie soudainement en découvrant un Schneider ligoté. Toretta révèle qu'elle l'a oublié, disant qu'il est venu lui demander de l'aide. Mais elle pense que c'est l'occasion idéale de faire des recherches sur la magie ancienne, car elle sait que son épaule est affectée par la magie des barrières. Nous apprenons que la magie ancienne est différente de la magie moderne, car elle ne nécessite pas un apport constant de mana. Toretta note que la barrière dans l'épaule de Schneider est déjà là depuis 2 jours, elle la reconnaît donc comme une magie ancienne. Iris n'arrive pas à croire qu'il existe quelqu'un qui puisse utiliser la magie ancienne à l'époque actuelle, et Toretta commence à gifler Schneider pour découvrir qui lui a jeté le sort. Schneider ne peut pas leur donner beaucoup d'informations, et Toretta pense qu'il doit avoir peur de révéler leur identité, alors elle théorise que c'est l'œuvre du Chevalier Noir. Elle trouve étrange que le Chevalier Noir soit apparu dans la capitale, à peu près au même moment où Haru est arrivé, alors elle commence à le soupçonner. Elle l'attrape en le suppliant de lui apprendre la magie ancienne, mais le vrai Haru apparaît soudainement comme le Chevalier Noir. Il dit à Toretta qu'il n'a aucun lien avec Haru et qu'il est juste dans la capitale pour rendre justice. Toretta est ravie de le rencontrer et elle pense qu'il a puni Schneider parce qu'il fait partie d'une secte louche, mais Haru est juste surpris qu'une telle organisation existe réellement. Il joue avec et rappelle à Schneider d'annuler leur duel s'il veut se libérer de son sort. Schneider accepte à contre-cœur et Haru se prépare à partir, mais Toretta le retient soudainement. Elle refuse de le laisser partir sans répondre à ses questions, mais il se libère facilement et la piège avec sa barrière. Polko lui dit de s'excuser, mais Toretta est tout simplement trop intéressée par le sort de Haru. Cependant, elle a soudainement besoin de faire pipi en suppliant Haru de la libérer et elle promet de le laisser tranquille. Après cette rencontre, le groupe poursuit sa fête de bienvenue. Toretta les fait boire et Iris finit par se saouler. Elle essaie également de faire boire Clone Haru en lui versant une tasse, mais elle finit par la boire elle-même. Elle le remercie alors soudainement d'être son amie et d'avoir rejoint le laboratoire avec elle, mais elle s'en tord alors. Toretta est également un peu ivre et elle se demande s'il sait pourquoi Iris s'intéresse à la magie ancienne. Haru n'en a aucune idée, alors Toretta explique que lorsque la magie d'Iris a été mesurée, elle avait une affinité avec tous les éléments, mais son niveau n'était qu'au niveau 5. Toretta note que même si Iris continue de grandir, son niveau est inhabituellement bas pour son âge et il est possible qu'il n'augmente pas davantage. C'est pourquoi elle s'intéresse à la magie ancienne. Car on dit que les gens de cette époque étaient au-dessus du niveau 100, elle espère donc découvrir quelque chose qui pourra l'aider à passer au niveau supérieur. Toretta finit également par s'endormir et Clone Haru décide de l'appeler pour la nuit. Pendant ce temps, nous voyons Schneider dans son manoir piquer une colère parce qu'il doit se retirer du duel. Il pense que cela nuira à sa réputation et il ne peut pas l'accepter en tant que prochain futur roi. On apprend que son père a rejoint la secte afin de renverser la monarchie et faire de Schneider le prochain roi.
Il refuse de laisser cesser Haru et gagné alors il ordonne à son équipe d'assassins de tuer Haru et ses amis. Mais nous voyons qu'il est surveillé. Les assassins s'approchent du laboratoire et savent que tout le monde dort. Nous voyons que les assassins ont amené plus de 20 hommes d'élite. Ils sont donc confiants dans leur réussite. Ils procèdent immédiatement à l'opération en se précipitant vers le laboratoire, mais celui-ci semble protégé par une barrière. Les assassins inspectent tout le bâtiment, mais découvrent qu'il est complètement protégé. L'un des hommes tente d'attaquer avec une lame, mais cela n'a aucun effet. Une porte apparaît soudainement et l'homme essaie de la vérifier, mais il finit par être entraîné à l'intérieur. Le capitaine ordonne à ses hommes de détruire la porte, mais leurs sorts sont simplement engloutis. De plus en plus de portes apparaissent et les hommes commencent à se faire éliminer un par un. Haru fait son apparition et le capitaine tente de l'attaquer, mais se retrouve gelé par la barrière de Haru. Haru finit par ramener tous les hommes à Schneider, lui demandant pourquoi il a ordonné le coup. Schneider nie tout, mais Haru lui montre un enregistrement de lui ordonnant les assassins. Haru se prépare à lui infliger une autre punition, mais Schneider s'injecte soudain une seringue, le transformant en démon. Haru est expulsé du manoir et il se demande comment il va gérer Schneider. Il reçoit soudain un appel de Charlotte, lui disant qu'elle avait l'impression qu'il était de service. Elle est surprise de voir qu'il combat un monstre, et Haru explique que c'est le syndicat maléfique qui a transformé Schneider en monstre. Charlotte se sent mal pour lui, alors elle demande à Haru de le sauver, et Haru n'a d'autre choix que d'accepter. Il esquive les attaques de Schneider, mais il lutte contre sa force. Il tente d'attaquer avec sa barrière, mais il finit par se faire applaudir. Haru est sur le point d'être écrasé, mais il utilise ses barrières pour se libérer et sceller les bras de Schneider. Cependant, Schneider s'arrache les bras, mais il est capable de les régénérer instantanément. Haru ne sait pas comment s'occuper de lui, mais Charlotte souligne qu'il est devenu plus petit après s'être régénéré. Alors Haru pense qu'il peut ramener Schneider à la normale en coupant son corps envahi. Haru utilise une nouvelle technique et crée des milliers d'épées dans le ciel. Charlotte est étonnée de voir sa nouvelle compétence et Haru fait pleuvoir ses lames sur Schneider, coupant son corps envahi par la végétation. Schneider revient à sa forme originale et Haru essaie de poursuivre leur conversation, mais il finit par s'enfuir. Le clone Haru se réveille et pense à quel point la fête était plutôt amusante. Haru le taquine parce qu'il apprécie cela, mais le clone pense que c'est une amélioration par rapport à leur vie antérieure, et Haru est également d'accord, pensant aux personnes qu'ils ont rencontrées. Le lendemain, on voit Flea et Liza rassembler des informations dans la capitale. Ils sont approchés par un groupe d'hommes louches qui proposent de les aider. Et ils sont conduits dans une ruelle, mais ils finissent par battre les hommes et obtenir les informations qu'ils recherchaient. Nous les voyons dans une autre réunion de Charlotte. Ils en ont appris davantage sur la lutte pour le pouvoir pour la couronne, et Charlotte pense que la capitale se dirige vers des ennuis. Lisa a des doutes, mais Johnny lui rappelle le combat de Haru la nuit précédente. Charlotte rejoue les moments forts et ils admirent tous la nouvelle technique de Haru. Charlotte pense que Schneider doit faire partie du syndicat maléfique et elle déclare qu'il est temps pour eux d'agir. Alors elle commence à planifier leur infiltration dans l'académie afin qu'ils puissent les dénoncer de l'intérieur. Les autres sont tous d'accord avec elle, mais nous voyons Haru les regarder et ils n'arrivent pas à croire ce qu'ils font. Ils décident de les laisser s'amuser tout en continuant de veiller sur eux et de s'assurer que rien ne perturbe sa vie paisible. Mais c'est là que se termine cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.